bonsoir et bienvenue sur le plateau du journal. L'actualité, c'est d'abord la situation en Yougoslavie. La trêve vole en éclats avec la reprise des combats en Slovénie et surtout l'intervention de l'aviation fédérale à Ljubljana. Le nouveau président Stipe Mesić tente d'obtenir l'arrêt des combats, mais apparemment l'armée ne l'a pas écouté. Point complet dans quelques instants. Au Liban Sud, sérieux affrontements aujourd'hui entre l'armée libanaise et les combattants palestiniens. L'OLP réclame un cessez-le-feu et accuse l'armée de bombarder délibérément les camps palestiniens. Nous y reviendrons. Enfin, une star sur le plateau. À la fin de ce journal, je recevrai M. Anthony Quinn. En sa compagnie, nous parlerons de Revenge, un film qui sort demain. L'histoire se déroule au Mexique. Anthony Quinn incarne un Mexicain fier et charmeur, un peu à son image. Nous y reviendrons. En Yougoslavie, le compromis adopté par les Slovènes et les Yougoslaves est donc en train de voler en éclats. Depuis ce matin, les affrontements se multiplient. Regardez bien la carte, car la situation est difficile à appréhender ce soir. Les incidents les plus graves se déroulent en Slovénie, une république qui ne veut pas revenir sur sa déclaration d'indépendance prononcée la semaine dernière. Conséquence, l'aviation fédérale a multiplié les interventions, notamment sur la ville de Ljubljana. On a attaqué les émetteurs de la radio et ceux de la télévision. Incident également à la frontière austro-yougoslave et à Zagreb, où l'armée a ouvert le feu sur la foule des Croates en colère tout à l'heure. Pour l'instant, les appels au calme lancés par le nouveau président Stipe Mesić sont restés sans réponse. Dernier développement avec Bernard Lebrun. Alerte dans la capitale slovène. La seconde en 3 jours. Peur, course sur les trottoirs, perplexité, on cherche à savoir, d'autres ne s'interrogent pas et se précipitent aux abris. Les avions de chasse des fédéraux viennent de passer au-dessus de la ville. En franchissant le mur du son, les vitres ont volé en éclats. Ce sera tout. Fausse alerte donc. En revanche, ce matin, sur la route de Ljubljana à Zagreb, les avions ont bel et bien tiré. Tiré sur un barrage routier tenu par des unités slovènes bloquant le passage des blindés fédéraux qui montent encore vers les frontières. Derrière, on achève le travail au sol pour ouvrir la voie. Quelques heures après cette attaque, une ambulance fédérale arrive, trop tard, à l'arrière du char, un soldat est mort. On ne compte plus aujourd'hui les violations du cessez-le-feu, particulièrement le long des frontières. Comme ici près de l'Autriche, où de violents combats opposent miliciens et fédéraux qui prennent, perdent et reprennent les postes de douane. Alors bien sûr, quand les fédéraux arrêtent des volontaires slovènes, comme on le voit sur ces images, ils ne donnent pas dans la délicatesse. Et l'on n'ose pas imaginer la scène s'il n'y avait pas eu de caméra. Et puis il y a ces chars qui font mouvement à Zagreb. Ce sont les toutes dernières images que nous venons de recevoir. De violents incidents se sont déroulés cet après-midi lorsque les blindés de la caserne Tito de l'armée fédérale ont voulu sortir. Ils sont appelés en renfort en Slovénie par on ne sait plus quelle autorité. L'armée, le président Mesić, on l'ignore. Pour la première fois à Zagreb, la capitale croate, la république du nouveau président, la population s'est mise en travers des chars fédéraux. Ces incidents ont fait de très nombreux blessés. C'était donc en fin de matinée, en début d'après-midi, une image encore qui vient tout juste de nous parvenir. C'est une interview, une déclaration importante. Le chef de l'état-major de l'armée slovène, que vous découvrez sur le petit écran, affirme qu'il continuera les combats jusqu'à ce qu'il reprenne le contrôle de la Slovénie. Interview qui vient juste de nous parvenir et qui traduit toute la détermination du peuple slovène. Arrêtons-nous quelques instants sur le contexte de ces événements. Et ça, c'était pour les points chauds. Nous allons donc voir le contexte de ces événements dans quelques instants grâce à d'autres reportages depuis 48 heures. C'est un Croate qui s'est installé à la présidence fédérale. Nous y reviendrons dans quelques instants. Auparavant, nous allons repartir en Slovénie. Quelque part en Slovénie, nos envoyés spéciaux témoignent du face-à-face entre la milice slovène et l'armée yougoslave. La population est visiblement prise entre deux feux et elle comprend mal l'évolution de la situation. Reportage de Véronique Tavo et Alain Poirier. L'armée fédérale yougoslave, l'une des principales garnisons de Slovénie. Le canon des chars pointé vers l'extérieur en direction de Vrnica, une ville située à 25 km de Ljubljana. Un calme apparent règne, pourtant à tout moment, les chars peuvent se mettre en mouvement. La nuit dernière, l'aviation yougoslave a attaqué un point stratégique de Vrnica, la station radar située au sommet de la colline. Elle a été en partie détruite. Aujourd'hui, l'armée fédérale occupe la colline, y a installé son quartier général.
En face, à quelques mètres seulement, les réservistes slovènes, très mal équipés, ce sont tous des civils. Leur barrage de fortune sur la route empêchait l'approvisionnement des troupes fédérales pour qu'à court de vivres, l'armée se rende. Pourtant, cette guerre, la plupart ne la comprennent pas. Vous savez, c'est très dur pour nous. Avant, on était ensemble dans la même armée, on partageait les mêmes peurs. Aujourd'hui, on est en guerre. Et le gouvernement un jour dit une chose, le lendemain une autre. Et nous, on est face à face. À Vrnica, comme dans de nombreux villages slovènes, la vie est devenue très difficile. La peur de raids aériens, d'attaques nocturnes, un enfer pour les habitants. La plupart ont transformé leur cave en abri et ne vivent plus que dans la crainte. La situation est très grave. On ne méritait pas ça. On n'a rien fait à personne. Maintenant, on a peur tout le temps. Et ça n'est pas possible de vivre comme ça. L'attente, ce soir encore, le face-à-face et cette menace permanente, un conflit que tous ici voudraient voir terminer. Arrêtons-nous quelques instants sur le contexte donc, de ces événements. Depuis 48 heures, c'est un Croate qui s'est installé dans le fauteuil de la présidence fédérale. Stipe Mesić réclame l'arrêt des combats, la séparation plutôt des formations militaires et la libération des prisonniers politiques. Apparemment, le message de Stipe Mesić ne passe pas, tout au moins au niveau de l'armée. Explication de Stéphane Magnier. Cet homme, depuis 48 heures, Stipe Mesić, est président de la République et chef de l'armée yougoslave. Son premier geste a été de limoger et de remplacer le chef militaire fédéral de la région slovène et croate, celui que l'on accuse d'avoir pris l'initiative des affrontements. Mais à l'instant même de ce geste d'apaisement, l'armée se retrouvait engagée dans plusieurs incidents meurtriers en Slovénie. En clair, l'armée refuse de passer sous contrôle du président Mesić. Pourquoi? Parce qu'il est croate et indépendantiste, alors que 60% de l'armée yougoslave est d'origine serbe. D'ailleurs, cet après-midi, un groupe de nationalistes serbes a envahi le Parlement fédéral en réclamant la protection des minorités serbes en Croatie et une intervention plus musclée de l'armée yougoslave pour écraser les sécessionnistes. En fait, cela revient à prendre un énorme risque politique, car chaque engagement de l'armée yougoslave ne fait que renforcer la position des sécessionnistes. Les populations civiles slovènes et croates se transforment peu à peu en résistants. Les affrontements deviennent une véritable guerre d'indépendance et c'est bien le calcul fait, semble-t-il, par les autorités slovènes. Cet après-midi à Vienne, le ministre allemand des Affaires étrangères, Hans-Dietrich Genscher, essayait donc de convaincre le président serbe Slobodan Milošević qu'arrêter les combats était la condition impérieuse à la ruine de la Yougoslavie, peine perdue semble-t-il. La condition impérieuse à la survie de la Yougoslavie, peine perdue semble-t-il. L'armée annonce ce soir son intention de prendre le contrôle de la Slovénie. Oui, j'ajoute que la communauté européenne vient de lancer un appel urgent au respect du cessez-le-feu par toutes les parties qui sont en conflit en Yougoslavie. Le communiqué précise que les affrontements d'aujourd'hui mettent en danger la solution qui a été acceptée par tout le monde la semaine dernière. Au Liban, après avoir désarmé les milices, l'armée poursuit lentement sa progression vers le sud, offensive de grande envergure contre le dernier bastion de l'OLP. Le ministre libanais de la Défense estime que le déploiement est terminé, tout au moins dans la région de Saïda. Côté palestinien, on affirme que les combats ont fait 16 morts et plus de 50 blessés. On a surtout lancé un appel au cessez-le-feu. Martine Laroche-Joubert. Faire flotter le drapeau libanais sur tout son territoire en imposant l'autorité de l'État. En 24 heures à peine, l'armée libanaise a atteint une part importante de son objectif au détriment des Palestiniens. Avec 10 000 hommes et un nombre impressionnant de chars et de blindés, l'armée a conquis les villages à l'est de Saïda, base arrière d'une dizaine de milliers de combattants palestiniens. Une offensive réussie malgré la résistance des militants de l'OLP qui, des collines de Saïda, ont échangé des tirs nourris avec l'armée. Pris en tenaille, les Palestiniens ont été obligés de refluer dans les camps proches de Saïda où s'entassent plus de 200 000 réfugiés, des camps où l'armée, en principe, ne pénétrera pas. Avec la chute du dernier bastion de l'OLP, c'est tout l'avenir des Palestiniens au Liban qui se trouve remis en question. Très affaiblis, il leur devient difficile de négocier au mieux leur présence ici. D'autant plus que l'armée projette d'attaquer le millier de combattants palestiniens retranchés plus au sud dans le port de Tyr.
Reste, pour achever ce déploiement, à convaincre Israël d'évacuer ses 3000 soldats de la zone de sécurité. Ce sera plus difficile. En Algérie, le chef du gouvernement, Sid Ahmed Ghazali, annonce que le président et le vice-président du Front islamique du salut devront répondre de leurs actes devant les tribunaux. Le Premier ministre rappelle que M. Madani et M. Belhadj sont accusés d'avoir fomenté, organisé et conduit une conspiration armée contre la sûreté de l'État. Sur le terrain, aujourd'hui, Alger a connu une journée relativement calme, mais les affrontements entre les forces de l'ordre et les islamistes se sont déplacés aujourd'hui dans la région de Mostaganem. Apparemment, c'est l'appel à la guerre sainte lancé d'une mosquée qui a tout déclenché. Pas d'image ce soir encore, il faut dire que nos confrères de la télévision algérienne sont particulièrement discrets depuis 48 heures. Quant à nos équipes de télévision, elles sont toujours indésirables sur le territoire algérien. L'actualité française, en commençant par la dernière ligne droite dans les négociations sur la formation professionnelle. Les partenaires sociaux se retrouvaient au siège du CNPF pour une ultime négociation. La marge de manœuvre financière est somme toute assez réduite en raison de la conjoncture économique, mais aux dernières nouvelles, tout le monde pourrait faire des petites concessions. Ambiance avec Pascal Golomer et Claude Sicard. Chaude, très chaude. La salle est très chaude, oui. 15h cet après-midi, Jean-Louis Giral, le président de la commission sociale du CNPF, a le sourire. Il sait pourtant que cette soirée de négociation sera très longue. 5 réunions depuis février n'y ont pas suffi. C'est aujourd'hui l'ultime rendez-vous avec les syndicats pour obtenir un accord sur une refonte de la formation professionnelle. Le dispositif actuel date de plus de 20 ans. Le patronat accepte d'augmenter sa cotisation, qui représenterait non plus 1,2 mais 1,4% de la masse salariale. Les entreprises de moins de 10 salariés seraient également pour la première fois mises à contribution à hauteur de 0,15%. C'est insuffisant, estiment les syndicats. Le CNPF souhaite également imposer le principe du co-investissement. Les formations coûteuses pourraient s'effectuer pour une partie sur le temps libre du salarié, qui devrait en outre participer à leur financement. Projet inacceptable pour la CGT, négociable pour les autres centrales. Quasi-unanimité en revanche pour les nouveaux contrats d'orientation. Ils remplaceraient les SIVP, stages d'initiation à la vie professionnelle, et seraient réservés aux jeunes de 16 à 22 ans sans qualification. Reste maintenant à fixer le niveau du salaire. Un dossier épineux parmi bien d'autres, abordé aujourd'hui, les négociateurs gardent pourtant le moral. Sur un certain nombre de points, les positions des uns et des autres aujourd'hui sont relativement éloignées. Il faut rapprocher, construire du compromis, donc ce sera un peu long. Ce qu'il faut, c'est que chacun y mette un peu du sien et de façon un peu délibérée. L'accord, sauf coup de théâtre, devrait être signé très tard cette nuit. Il sera ensuite soumis au Parlement avant de s'appliquer dans les entreprises. Nouveau coup d'arrêt au chèque sans provision. Jusqu'à présent, on pouvait quand même négocier avec son banquier de temps à autre. Dans les semaines qui viennent, ça pourrait bien changer. Un projet de loi déposé demain au Conseil des ministres va mettre le holà d'une manière très concrète. Il faut dire que 9 millions, et oui, 9 millions de chèques en bois sont émis chaque année en France. Elisabeth Esley. Les pompistes reçoivent, dans une station moyenne, 20 000 francs de chèques sans provision par an non récupérables. Principale victime, leur révolte de janvier dernier débouche aujourd'hui sur des résultats. Premier point, tout émetteur de chèques sans provision que son banquier aura signalé à la Banque de France sera interdit de chéquier dans tous les établissements où il possède un compte, et ce, jusqu'à ce qu'il ait régularisé sa situation, c'est-à-dire payer le montant du chèque. Deuxième point, il devra en plus verser une amende de 120 francs pour un chèque de 1000 francs, de 240 francs pour un chèque de 2000 francs et ainsi de suite en achetant des timbres comme pour les contraventions. On abandonne donc le système répressif des tribunaux, sauf en cas de fraude manifeste. Les commerçants sont plutôt satisfaits, avec toutefois une réserve. On souhaiterait qu'il y ait des mesures beaucoup plus concrètes de prise au niveau du contrôle des émetteurs de chèques sans provision. Et notamment, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait un fichier auquel on aurait accès, de façon à ce qu'on puisse connaître les mauvais payeurs. Ce qui existe déjà pour les chèques volés. Satisfaction aussi dans les banques, puisqu'on ne prévoit pas le relèvement de la garantie bancaire réclamée par les pompistes. Pour les banquiers, le projet de loi est tout à fait équilibré. Ce seront des charges administratives accrues, mais d'un autre côté, si le système réussit et qu'il y a moins de chèques sans provision, ceci est une compensation intéressante pour eux. Le nouveau dispositif va sans doute endiguer la vague de chèques sans provision qui a doublé en 6 ans.
Mais en même temps, il va réduire la marge de manœuvre de tous les clients des banques qui devront gérer avec beaucoup de maestria, même les découverts actuellement autorisés. Une première aujourd'hui en France, les galeries d'art ont fermé leurs rideaux en signe de protestation. Apparemment, on a du mal à digérer l'augmentation de la TVA. Il faut dire qu'elle passe du simple au triple en quelques jours. Reportage de Georges Bégou et Jean-François Chevet. Sale temps pour les artistes et pour les galeries d'art. La TVA passe de 5,6 à 18,6%. L'œuvre d'art se voit taxée comme un bien d'occasion. Malgré notre demande, ni le ministre du Budget, ni les techniciens qui l'entourent n'ont souhaité justifier cette mesure devant nos caméras. Le problème est grave pourtant au moment où le marché de l'art français connaît une récession considérable, en baisse de 40% cette année. Je pense que les confrères étrangers qui étaient installés ici vont repartir, les créateurs vont partir et on va se trouver vraiment très asséchés. Certainement aussi les créateurs français eux-mêmes, au lieu de vendre des œuvres d'art ici avec une augmentation de 12%, auront intérêt à les vendre à l'étranger, dans des pays où la TVA a une incidence d'environ 6%, comme en Belgique ou comme en Hollande, ou 7% comme en Allemagne. Les jeunes artistes et leurs marchands ne seront pas les moins touchés dans cette affaire. Certains y voient même une incitation au marché noir. Ce que nous demandons, nous, c'est que les œuvres d'art soient sorties de ce projet de directive européenne, soient sorties des biens d'occasion, remis dans le régime général et taxés au taux réduit comme l'est le livre. Ce sont des biens culturels. Les artistes et les marchands se sentent trahis par les technocrates du budget. Ils adressent leur supplique au président de la République qui a toujours su montrer un vif intérêt pour les arts plastiques. La politique en bref, maintenant Édith Cresson annonce un grand débat populaire sur les banlieues pour la rentrée de septembre. C'était cet après-midi lors de l'Assemblée générale du Conseil national des villes. Devant une vingtaine d'élus locaux, le Premier ministre a insisté sur le problème de l'insertion professionnelle des jeunes dans les quartiers particulièrement défavorisés. Yves Chalier, ancien directeur de cabinet de Christian Nucci, risque la correctionnelle dans l'affaire du vrai faux passeport dont on a beaucoup parlé. Chalier n'est d'ailleurs pas seul dans cette affaire puisque la réquisition de renvoi devant le tribunal correctionnel concerne également Jacques Delebois, le contrôleur général de la police nationale. En deux mots, je vous rappelle que le vrai faux passeport avait été remis à Chalier par la DST dans le cadre de l'affaire du Carrefour du Développement. Le point avec Dominique Verdeillan. Une fois de plus, la preuve a été apportée que la justice à deux vitesses existe bel et bien en France. Si vous voulez, en d'autres termes, il vaut mieux être homme politique, parlementaire, ministre, que simple citoyen. Écœuré, Yves Chalier, l'ex-chef de cabinet ne s'expliquait pas pourquoi lui était renvoyé aux assises alors que Christian Nucci, l'ex-ministre, avait été amnistié un an plus tôt. 8 jours plus tard, le même homme ne comprend toujours pas pourquoi dans un autre dossier, on le renvoie en correctionnel alors que d'autres n'ont pas été poursuivis. L'affaire dans l'affaire Carrefour du Développement, c'est ce passeport délivré au nom d'Yves Navarro. En 86, Chalier, accusé d'avoir détourné des fonds publics, tente d'échapper à la justice en partant pour Rio. L'organisateur de cette fuite s'appelle Jacques Delebois. Contrôleur général de la police nationale, il est lui aussi renvoyé en correctionnel. Mais les poursuites s'arrêtent là. Qui a fourni le passeport? Charles Pasqua, répond le directeur de la DST, Bernard Gérard. Mais le garde des Sceaux de l'époque, Pierre Arpaillange, décide de ne pas traduire le ministre devant la Haute Cour de justice. Pour les avocats d'Yves Chalier, doit être déterminé avant tout si ce passeport est un faux ou un vrai. Ou bien le document est un faux depuis le début et à ce moment-là, ce sont les personnalités qui ont délivré ce document qui doivent en répondre avec lui, ou bien ce document n'est pas un faux et cela est attesté par ce qui a été fait et à ce moment-là, il n'y a pas à aller en correctionnel, c'est absurde. Chez lui, Yves Chalier attend désormais la décision du juge qui suivra ou non les réquisitions du parquet. Yves Chalier se dit encore confiant en la justice, il compte sur un non-lieu. Dans une autre affaire, la Cour d'appel de Versailles vient de relaxer Jean-Marie Le Pen à la suite de son jeu de mots sur le nom de Michel Durafour. La Cour a considéré que l'expression Durafour crématoire était un calembour proféré en période préélectorale contre un adversaire politique qui n'avait pas caché sa volonté d'éliminer le Front National. Voilà qui infirme en tout cas le jugement du tribunal de Nanterre qui avait condamné le président du Front National à 10 000 francs d'amende pour injure publique envers un ministre. Peut-être la fin du contentieux franco-iranien. Le chef de la diplomatie iranienne, Ali Akbar Velayati, est arrivé tout à l'heure à Paris. Il s'entretient en ce moment même avec le ministre des Affaires étrangères, M. Roland Dumas. Tout laisse à penser que l'on va mettre un terme à 12 ans d'incompréhension
Le conflit porte notamment sur le remboursement par la France d'un prêt d'1 milliard de dollars accordé en 1974 par le Shah d'Iran au commissariat à l'énergie atomique. Patricia Coste. Le contentieux Eurodif, une bataille titanesque qui a duré 12 ans. Eurodif, un programme nucléaire pour lequel le Shah d'Iran avait prêté 1 milliard de dollars à la France. À l'arrivée de l'imam Khomeini, gel du programme nucléaire et l'Iran réclame son milliard de dollars. Mais la France met des conditions au remboursement. Des chaînes d'enrichissement d'uranium ont été construites en vue de ce programme et la France demande des dédommagements. D'autre part, 5 grosses entreprises françaises qui avaient commencé la construction d'usines nucléaires en Iran, stoppées à la Révolution, réclament aussi des dommages et intérêts. Refus de l'Iran, enlisement de l'affaire. C'est l'imam Khomeini qui rouvre le dossier et relance la France pour éviter de dépendre du grand Satan américain et pour diversifier ses partenaires, à l'époque essentiellement allemands, italiens et japonais. On passera très près d'un accord en 86 au moment de la cohabitation, la France versant une première tranche de 330 millions de dollars. Mais l'affaire Salman Rushdie gèle à nouveau tout. Puis l'imam Khomeini meurt. Cependant, dès l'arrivée du nouvel homme fort de Téhéran, Rafsanjani, relance du dossier. Un mois seulement après son élection, Rafsanjani nomme un nouveau négociateur Vaezi. Avec son homologue François Cher, secrétaire général du Quai d'Orsay, les deux hommes vont petit à petit rapprocher les points de vue. Ils mettront près d'1 an et demi pour arriver à un chiffre, autour d'1 milliard de dollars, que la France doit verser à l'Iran. Les derniers blocages seront franco-français. Bercy, c'est-à-dire le ministère des Finances, ne voulant pas lâcher les cordons de la bourse. Finalement, l'accord se fera devant des promesses de mirobolants contrats signés entre l'Iran des mollahs et de gros industriels français, contrats en partie suspendus au règlement du contentieux. L'accord se fera aussi au nom du réalisme politique. Un label européen pour l'agriculture biologique. Les 12 viennent de définir des normes de production et surtout de transformation. Désormais, on fera le distinguo entre des légumes traités et des légumes classés biologiques. Il faut savoir que jusqu'à présent, seuls 4 pays disposaient d'une loi en la matière. Apparemment, c'est la France qui a donné l'exemple. Voici le portrait d'un pionnier de l'agriculture biologique. C'est un reportage de Jean-Yves Perrin et Bruno Carrette. C'est la plante la plus intéressante, l'une des plantes les plus intéressantes dans un agrosystème où on privilégie les méthodes de l'agriculture biologique, puisque c'est une plante qui n'a pas besoin d'azote, pas besoin d'engrais azotés, qui au contraire en produit pour le sol. Et donc, dans un champ de lupin comme dans la vie, Philippe Desbrosses est un passionné. L'agriculture biologique, c'est son dada, c'est aussi son métier. Depuis 20 ans, il cultive sa terre sans le moindre engrais chimique, sans le moindre produit de traitement de synthèse. Philippe Desbrosses croit à l'avenir de son secteur comme alternative à l'agriculture intensive. Il s'est battu pendant 5 ans pour obtenir un règlement communautaire complémentaire de la loi française. Avec ce règlement, normes de production, de transformation, de distribution et de contrôle seront les mêmes pour tous dans toute l'Europe. Il fallait absolument qu'il y ait une équivalence des produits de l'agriculture biologique, parce que l'agriculture biologique se développe dans tous les pays de la communauté, mais avec des différences qui pouvaient être préjudiciables aux uns ou aux autres. Ce règlement n'était pas seulement attendu par les 3000 agriculteurs biologiques français. Le nombre de consommateurs est en augmentation constante. La cible commence à intéresser des groupes agroalimentaires en mal de diversification. L'une des plus vieilles coopératives agricoles de France, la Franciade à Blois, considère que les conditions sont désormais remplies pour reconvertir 2000 hectares en agriculture biologique. Je ne dis pas que c'est forcément volontaire, mais il faut savoir que les acteurs économiques de l'aval de la production, c'est-à-dire en particulier les organismes stockeurs, n'étaient pas obligés jusque maintenant de s'imposer par exemple des règles de contrôle. Donc il y avait inévitablement des risques de dérapage. L'intérêt des distributeurs et des transformateurs pour le bio devrait améliorer l'organisation du marché. De quoi constituer une véritable filière, un secteur à part entière. Une vraie carte à jouer à la veille de la réforme de la politique agricole commune. Le sport en bref avec une information étonnante. Ronan Pinsec va sans doute faire le Tour de France. L'ancien porteur du maillot jaune faisait grise mine car son équipe, Séour, n'était pas qualifiée pour la grande boucle. Aux dernières nouvelles, Pinsec va changer de maillot. Il courra pour une autre équipe espagnole qui s'appelle Amaya. Espérons que ce changement de maillot va aiguiser son appétit de victoire. Ce sera peut-être aussi bien que l'an dernier où il avait porté longuement le maillot jaune. En tennis, suite du tournoi de Wimbledon, chez les hommes, qualification de Jim Courier, de Stefan Edberg aux dépens de John McEnroe et de David Wheaton qui a battu le Suédois Gunnarsson. Chez les dames, qualification sans surprise de Steffi Graf. En revanche, et ça c'est une surprise, Arantxa Sanchez s'est fait sortir par l'américaine Marie-Jo Fernandez en 2-7.
La petite maison dans la prairie est en deuil. Vous avez sans doute vu au moins une fois ce feuilleton américain à la télévision et surtout son acteur fétiche, Michael Landon. Landon était l'image du courage et de la générosité. Il est mort d'un cancer foudroyant hier soir. Jusqu'au bout, Landon est resté fidèle à sa légende. Marie-Hélène Bonneau. J'ai eu beaucoup de bonheur dans ma vie. J'ai eu une vie merveilleuse. Il n'avait que 54 ans, Michael Landon, l'inoubliable héros de l'un des plus célèbres et des plus attachants feuilletons télévisés, La petite maison dans la prairie. Souvenez-vous aussi des 4 cavaliers d'un Bonanza, autre classique des feuilletons type western. À 20 ans, Michael Landon y interprétait le rôle de Joe. Mais depuis quelques mois, il luttait contre la maladie qui le rongeait, un cancer du foie et du pancréas. Il l'avait annoncé publiquement au cours d'une conférence de presse au mois de mars, comme l'avait fait par le passé John Wayne ou encore Steve McQueen. Une nouvelle qui avait ému l'Amérique. Les journaux avaient fait leur une de l'aveu courageux de l'acteur et de son combat pour la vie. Des récits bouleversants repris en France par la presse spécialisée. Aujourd'hui, il laisse 9 enfants en Californie, dans sa maison de Malibu, et son épouse, Cindy. Mais pour les téléspectateurs français, il restera Charles Ingalls, père modèle de La petite maison dans la prairie, l'une des séries les plus populaires de la télévision. On vient également d'apprendre le décès de l'actrice américaine Lee Remick. La star américaine avait 55 ans. Le cinéma en avant-première en compagnie donc d'une figure mythique du 7e art. À mes côtés ce soir, monsieur Anthony Quinn. En vous accueillant tout à l'heure, les images se bousculaient dans ma tête. J'ai revu tour à tour Zorba le Grec, Laurence d'Arabie, la Strada, les Canons de Navarone. Ce soir, nous allons parler de Revenge, qui est votre dernier film. Aux côtés de Kevin Costner et de Madeleine Stowe, vous incarnez un macho mexicain qui découvre que sa femme le trompe avec son meilleur ami. Tout de suite, un extrait histoire de planter le décor. Je crois que c'est au début du film. Regardez bien. Hey. Telefono. Who is it? Señor Quiñones. Fuck him, tell him I'll call back later. Dice que es urgente, señor. Oh, son of a bitch. I have a politician who's unable to make a decision. Darling, come on, you're gonna catch cold. No, I'm fine. Only horse smoke in public. Oh, Jay, this is Mireya, my wife. This is Jay, Packen, my friend. He's told me a lot about you. You probably should hear my side of the story. Hi. Wait. Sister, will you go out and see if we can do something about Anthony Quinn, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors dans Revenge, dont on vient de voir un petit extrait, vous jouez le rôle d'un macho mexicain impitoyable. Est-ce que vous vous sentez proche du personnage que vous incarnez sur l'écran ? Je tiens à dire que le mot macho m'étonne un petit peu quand même. Parce qu'en espagnol, enfin, je suis né au Mexique, hein, en espagnol, macho signifie simplement l'homme. Alors maintenant, ce mot prend des connotations particulières. Aux États-Unis et dans le monde entier, on dit que c'est quelque chose de terriblement péjoratif, mais ça m'étonne parce que pour moi, macho, c'est un homme qui connaît ses responsabilités, qui sait ce que c'est que d'être un homme. Alors dans ce film en question, bon, je suis un homme mexicain qui a ses valeurs morales et ses responsabilités, c'est tout. Vous êtes issu du même milieu, puisque vous êtes né au Mexique, et je suppose que vous comprenez ces réactions. Exactement, tout à fait. Je comprends très bien que moi je suis l'hôte d'un homme, je suis son meilleur ami, je suis riche, je n'ai pas beaucoup d'amis, mais Kevin Costner, donc c'est mon ami, je l'invite dans ma maison. Il est là pour être mon invité, pour jouer au tennis, pour faire du cheval, etc. Et puis malheureusement, un beau jour, il rencontre ma femme. Qui est très belle. Elle était belle, mais elle est belle pour moi, pas pour lui. Elle est belle pour moi et pas pour moi. Exactement. Et alors, ça me gêne et je me fâche parce que c'est contre mon moralité.
et je ne l'accepte pas. Un jour, I discover them. Alors je les surprends en flagrant délit, enfin, dans une situation disons, compromettante. Et bon, ben, je manque presque de tuer mon ami, et puis je fais la même chose à ma femme. Enfin, je chasse, et puis je dis à ma femme, fais ton choix. Et puis, ma femme, j'envoie dans un bordel. Alors, c'est très un peu étonnant parce que les Français sont toujours très étonnés. Ils disent, mais enfin, quel homme épouvantable. En fait, non. C'est comme ça que la morale est menée au Mexique. Ok. Il y a beaucoup d'émotions dans ce film, mais Kevin Costner, qui fait partie de la distribution, il préfère les moments d'action, lui. Hein. Alors, je cite ses propos, il a dit « Je me sens plus à l'aise avec une arme à la main qu'avec une femme dans les bras ». Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Je trouve que Kevin est quelqu'un de très sympa. Sa réponse est typiquement américaine et je suis d'accord avec lui. Enfin bon, lui, il parle de sa propre morale et moi, en tant que Mexicain, j'ai mes propres valeurs morales. Et d'ailleurs, tout le film est au sujet de ce conflit de culture ou de valeurs morales. D'ailleurs, le metteur en scène, Tony Scott, nous a suivis de très près. Et il a fait ça très bien. On va parler un peu de vous maintenant. Je sais que vous êtes modeste, mais on va quand même parler de la star. Tous les acteurs qui tournent avec vous sont impressionnés à l'idée de tourner avec Anthony Quinn. Est-ce que vous en éprouvez une certaine fierté ? Non, pas particulièrement. D'ailleurs, la plupart des acteurs ne savent pas que j'ai encore plus peur qu'eux. Moi, j'ai peur à chaque fois, j'ai le trac à chaque fois que je vais devant la caméra. Je ne crois pas qu'il faille avoir peur de moi. Cela étant, évidemment, je suis très flatté que l'on ait peur de moi parce que ça me donne le temps de me rattraper un peu. Vous vous souvenez de votre premier film ? Ah non, je crois que... Si, je jouais un Indien dans un film de Cécile B. DeMille. J'étais au Mexique et j'ai lu que Cécile B. DeMille voulait un Indien. Alors je me suis présenté au studio, j'ai fait l'audition et tout, et puis j'ai été engagé. Mais alors, il m'avait jamais entendu parler. Alors il m'a dit... mais vous êtes indien? Alors j'ai dit, j'ai parlé en espagnol, et il a dit, bon bah très bien, en tout cas il parle bien l'indien, et alors j'ai eu le rôle. Par la suite, on peut savoir quel est le film qui vous a le plus impressionné. Instinctivement, je cite Zorba le Grec, mais ça n'engage que moi, vous n'êtes peut-être pas d'accord. Non, moi, évidemment, Zorba... C'était un film merveilleux. En fait, les deux films que j'aime le plus et dont je suis le plus fier, c'est La Strada, Laurence d'Arabie, et puis également Zorba. Zorba, quand même. J'ai beaucoup aimé ce film parce que je dansais dans ce film. J'ai eu la possibilité de faire ce que j'ai toujours voulu faire, danser, chanter, et puis il me semble que le film a été bien reçu, il a transmis un beau message en plus, et ça m'a plu. Deux dernières questions. Vous préparez un film sur Picasso, je suppose que vous êtes fasciné par le personnage. Oui, je vais vous dire que moi-même je peins, bien sûr. Et je fais également de la sculpture. Et je suis de sang espagnol, je comprends donc des choses qui vivent dans l'âme de Picasso, j'ai l'âme un peu espagnole, et je comprends ce qui vous pousse, ce qui vous amène à créer sans arrêt, à peindre. Et c'est pour ça que d'ailleurs Picasso a fini sa vie en faisant 12 peintures par jour. Il peignait sans arrêt, il était terriblement prolifique, parce qu'il avait cette passion de la peinture. Anthony Quinn, je vous remercie d'avoir répondu en direct à nos questions. On vous retrouve sur grand écran demain dans le film qui va sortir. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous en ouverture du journal, voici le rappel des grands titres de l'actualité. Louis Carzou. L'armée fédérale yougoslave poursuivra la bataille en Slovénie jusqu'au contrôle total de la République sécessionniste. Cette déclaration du chef d'état-major intervient alors que les combats ont fait aujourd'hui au moins 15 morts et une vingtaine de blessés. Ce soir, de nouveaux affrontements ont éclaté à Zagreb, en Croatie, l'autre république sécessionniste. Déploiement réussi en 24 heures pour l'armée libanaise dans la région de Saïda. Les combats avec les Palestiniens qui contrôlaient jusqu'alors cette partie du sud Liban auraient fait une dizaine de morts et une cinquantaine de blessés. 6e et dernière réunion des partenaires sociaux pour trouver un accord sur la réforme de la formation professionnelle. Le patronat pourrait accepter une hausse de la cotisation des entreprises si les salariés admettent que leur formation ait lieu désormais en partie sur leur temps libre ou à leurs frais.
Une image encore avant de rendre l'antenne. Notre président Hervé Bourges a remis tout à l'heure le prix Jean d'Arcy à Pascal Doucet-Bon. Ce prix récompense le travail d'un élève qui sort d'une école de journalisme. Cette année, c'est un élève du CELSA qui a été récompensé. À la clé, un stage de 3 mois sur Antenne 2. Dans quelques instants, la météo avec Sophie Davant. Tout de suite après, place au dossier de l'écran avec un film plutôt cocasse qui retrace le tour d'Europe d'un quart de touriste américain. Une bonne occasion pour nous de lancer un grand débat sur les vacances. La dernière édition du journal sera présentée par Isabelle Bechler aux alentours de 23h30. À demain, bonsoir.